Nouvel An, le président de Gaulle a reçu par la voix du nonce pontifical les vœux du corps diplomatique. Échange de souhaits officiels qui se fondaient dans l'écho des paroles que, préludant aux tâches et aux difficultés de la nouvelle année, le chef de l'État adressait aux Français. Pour l'Algérie, nous voulons que 1961 soit l'année de la paix rétablie, afin que les populations puissent décider librement de leur destin et pour que naisse l'Algérie algérienne. Françaises, Français, je vous le demande, donnez au projet qui vous est soumis une approbation immense, car s'il devait arriver par malheur que la réponse du pays fût ou négative ou indécise en raison d'une faible majorité ou marquée par beaucoup d'abstention, quelles conséquences résulteraient de cette impuissance et de cette division? Et à moi-même, vous le savez bien, quel coup serait ainsi porté m'empêchant de poursuivre ma tâche. Françaises, Français, aujourd'hui, tous ensemble, nous offrons nos vœux à la France. Le 8 janvier, nous lui offrirons le oui franc et massif de notre espoir et de notre foi. Cette plaque dévoilée à l'ancienne entrée de leur collège, combien d'élèves la côtoieront-ils sans y porter attention? Pourtant, elle rappelle que dans l'ombre du tout jeune Panthéon, Sainte-Barbe vient d'avoir 500 ans, un demi-millénaire. C'est dire que quelques générations ont précédé ici les fringants barbistes de 1961. L'acte de fondation date en effet de 1460. Cette année-là, le plus vieux collège de Paris ouvrait ses portes sur la montagne Sainte-Geneviève, alors que la rue Cujas s'appelait encore la rue aux Chiens. Le temps passa, mais la tour où habita Calvin existe toujours. Le décor passa du 18e au 19e sans trop de transformation et ils connurent ses cours, ce réfectoire, ce dortoir, certains élèves devenus célèbres comme Charles Péguy qui fut poète et Jérôme Tarot qui fut académicien. Y connurent-ils Jaurès, bon élève aux bulletins élogieux, et Paul Deschanel, cancre sans espoir que sa lettre de renvoi n'empêcha pas de devenir président de la République. L'histoire a passé. 500 ans se sont donc inscrits au livre de comptes que le collège conserve. Les révolutions de 1830 puis de 48 ne furent marquées que par des consignes et des punitions. En 1961, les barbistes peuvent rêver à la gloire de certains de leurs anciens aussi différents qu'Ignace de Loyola, Jean Calvin, Saint François Xavier, les frères Montgolfier, Gustave Eiffel. Et l'on peut imaginer que parmi ces jeunes visages, il y aura peut-être un créateur d'ordre, un hérésiarque, un inventeur, un constructeur de génie, et quoi encore. Plus de trains, des gares désertes, plus de postes, les sacs postaux en attente. Plus de boueux, les ordures envahissant les rues. C'est le spectacle qu'offre toute la Belgique en ce début d'année. Tout au plus à Bruxelles, une fraction de postiers a-t-elle tenté de continuer le travail sous la protection de la force publique. De grands meetings ont acclamé la grève générale dirigée contre le gouvernement Eskens, promoteur de mesures d'austérité connues sous le nom de loi unique, dont les grévistes ont fait loi inique. Anvers, comme toutes les grandes villes, a suivi Bruxelles. Des manifestations s'y sont déroulées qui disaient en flamand ce que les autres disaient en français. Et les jours passant, la grève a pris pied partout. Les manifestations se sont aggravées. On a vu dans les rues de la capitale 10 000 manifestants défiler derrière leurs slogans combatifs et transformer parfois leur marche en désordre. La 11e journée de cette grève illimitée, la première depuis 10 ans, a même vu le sang couler. Des blessés, un mort. Et pour le reste, les vestiges habituels des émeutes. Comment se résoudra la crise dont la grève n'est que le décor fiévreux? Toute l'économie belge est stoppée, mines désertes, ports vides. Les grévistes tiendront-ils? Le gouvernement cédera-t-il? Le roi, de retour, ramènera-t-il le calme? On attend.
C'est une fin d'année dramatique qu'a connue l'équipage du pétrolier américain Pine Ridge, coupé en deux par la tempête dans l'Atlantique au large du cap Hatteras. Alors que l'avant avait coulé, 29 hommes avaient trouvé refuge sur la partie arrière restée à flot. Les hélicoptères du porte-avions Valley Forge ont pu les évacuer, à l'exception du chef mécanicien qui tint à rester à bord, l'ultime gardien de l'épave, et qui devait rentrer avec elle à bon port. Pour eux, c'était au drame une fin heureuse. Mais 7 hommes manquaient, les officiers restaient sur l'avant, perdus corps et biens. Au bord de l'Oubangui, le plus important affluent du Congo, Bangui a terminé l'année 1960 dans un calme qui n'excluait pas la liesse. Le chef de l'État, M. David Dacko, qui avait à ses côtés M. Louis Jacquinot, ministre d'État français, a présidé diverses cérémonies. La nouvelle République centrafricaine célébrait en effet les fêtes de son indépendance, proclamée le 13 août. Depuis cette date, l'ancienne Oubangui-Chari est en effet devenu un État souverain de 617 000 km², c'est-à-dire plus grand que la France, et qui compte 1 800 000 habitants. Bangui, la capitale qui a vu se dérouler une semaine de réjouissance, peut être considérée comme le symbole de l'avenir. Modeste poste voici 50 ans, c'est aujourd'hui une cité de près de 100 000 habitants. Une jeunesse qui promet. Voici Reagan. Reagan, autrement dit une ville, ou plutôt un centre ultramoderne, construit au cœur du désert à 1500 km au sud d'Oran, aux portes du Tanezrouft, et qui trouve sa justification dans la série d'expériences nucléaires dont la 3e vient d'avoir lieu. Un nombre respectable de kilomètres sépare Reagan du lieu de l'explosion. Là, depuis plusieurs jours, l'engin était prêt au sommet de sa tour, dans l'attente des vents favorables. Alentour, chaque arme avait disposé du matériel témoin. Le génie ses ponts, la cavalerie ses chars et leurs servants fictifs, l'armée de l'air ses avions, les uns protégés par un mur de béton, les autres sans protection, et même une fusée. L'infanterie, elle, avait disposé des mannequins bien alignés comme il se doit, ou dans la position du tireur couché. Des cages étaient réservées à des animaux cobayes. Il est maintenant 7h30, le général Thierry actionne un bouton. Et dans la nuit, seul l'œil de la caméra a pu fixer en face l'éclair éblouissant de la 3e bombe française. Il s'agissait cette fois d'un engin de faible puissance. Quelques kilotonnes précisent le communiqué des armées. Un nouveau pas vers la miniaturisation de la bombe A, prélude nécessaire à la bombe H. Premiers autorisés à s'approcher de la zone interdite, les hélicoptères porteurs de compteurs GGR et chargés de vérifier le danger de radioactivité. Après eux, les équipes d'observation pouvaient à leur tour reprendre le chemin du point d'explosion. Les divers témoins placés autour du point zéro et dont on a vu l'étalage avaient en effet des renseignements à fournir sur les effets immédiats des radiations et sur leur persistance. Les animaux, quant à eux, étaient attendus au Bourget. Lapins, tortues, cobayes et rats. Maintenant, on va étudier les effets de la bombe numéro 3 et Reagan rentrait pour un temps dans le silence. Le prélude au référendum en Algérie, ce fut l'arrivée à Mers el-Kébir d'une escadre partie de Toulon. Précaution pour cette énorme partie qui allait se jouer. Service d'ordre pour un cas spécial. Dans Oran, le calme régnait. Calme plat, seulement traversé de patrouilles, mais dont le sens profond se manifestait chez les Européens par le refus. Oran, comme Alger, voterait non. Dans Alger, la Casbah restait calme. Mais si les éléments français refusaient le oui, les musulmans observaient une réserve absolue. Suite des consignes d'abstention du FLN peut-être, la population arabe ne bougea pas de ses ruelles pour aller voter. Tout au plus, de rares électeurs passèrent-ils les portes des bureaux de vote. Dans le bled moins soumis aux manœuvres et aux menaces du FLN, l'ambiance était tout à fait différente.
Dans ce village de Kabylie, la participation musulmane, même féminine, se montrait compacte. Et il faut constater que les campagnes algériennes votèrent, et qu'elles votèrent oui. Dans le bled oranais, même affluence. Les consignes du FLN n'ont pas produit ici l'effet obtenu dans les villes, puisque le bled a voté avec moins de 40% d'abstention. En France, le corps électoral a fait son devoir, moins largement sans doute qu'au dernier référendum, mais plus massivement que ne le prévoyaient les augures. Et derrière les visages des leaders des oui et des non, Paul Reynaud, Jacques Duclos, Jacques Soustel, Guy Mollet, les Français ont apporté leur bulletin. Tout comme eux, à Colombey-les-Deux-Églises, le président de la République est allé lui aussi glisser son bulletin dans l'urne avec les 185 autres électeurs de son village. Détail, à Colombey, il y a un nom. Toute la nuit, le ministère de l'Intérieur a publié les résultats de la journée, dont la leçon devait être tirée pour les journalistes par le ministre de l'Information, M. Ternoir. En métropole, plus de 75% des votants, en Algérie 68% des votants avaient dit oui. Le oui franc et massif demandé par le général de Gaulle pour construire l'avenir. Il n'est peut-être pas trop tard pour parler encore d'elle. Elle, je veux dire la nuit du Nouvel An. La voici à Londres dans Trafalgar Square. Et l'on ne prétendra plus que la vieille Angleterre est un pays rigoriste où toute folie est inconnue et toute licence interdite. Alors, nous voici rassurés, ces Anglais, quand il le faut, savent se mouiller. Acquise par la force voici bientôt 2 ans, la mainmise de la Chine sur le Tibet se manifeste chaque jour par une réorganisation générale destinée à balayer de fond en comble l'ancien système. La réforme agraire en est l'acte principal. C'est ainsi que les paysans de la province de Mochugunka ont été conviés à une remise de titres de propriété des terres confisquées à ceux de leurs possesseurs qui ont défendu l'ancien régime. Cette réforme affecte aujourd'hui 2 800 000 mous, soit près de 200 000 hectares de terre. Et l'on peut très bien ne pas être d'accord sur les procédés et les méthodes, il est difficile de considérer sans une certaine émotion le plaisir de ces pauvres gens à se sentir devenus propriétaires. Depuis 3 semaines, la Belgique vit des heures troubles. Liège, qui est avec Bruxelles le plus important foyer de l'agitation, a vu se dérouler des manifestations tantôt calmes comme celle-ci, tantôt violentes comme celle qui devait faire 75 blessés dont l'un devait succomber. Mons, la capitale du Borinage, a été également le théâtre de scènes dramatiques qui ont eu lieu au cours de la démonstration de 15 000 grévistes du pays noir. Bruxelles aussi a connu des scènes de violence. Dans les rues aux magasins fermés, les manifestants au nombre de 15 à 20 000 se sont heurtés à un service d'ordre sévère. Charge de cavaliers, sabre au clair, accrochage sans douceur, les manifestants ont été refoulés, mais on a là aussi compté quelques blessés. La grève coûte au pays 1 milliard de francs belges par jour. Quelle en sera l'issue ? Édifiée sur les quais de la Seine à Paris, où elle a été inaugurée par le ministre des Travaux publics, M. Robert Buron, la nouvelle maison de la batellerie s'inscrit résolument dans la ligne nouvelle. Vaste parallélépipède sur pilotis, cet édifice, en partie financé par la Caisse nationale de sécurité sociale, offrira aux bateliers tous les services avec lesquels ils se trouvent habituellement en contact. Services médicaux, sociaux ou scolaires, aussi bien que services professionnels, postaux et d'affrètement. Le tout à portée de la main. C'est dans la ligne nouvelle que s'inscrit également cette construction qui a vu le jour à Wuppertal en Allemagne et qui est réservée à l'usage exclusif des automobiles. Il s'agit de 2 voies superposées en spirale, l'une montante, l'autre descendante, qui permettent d'accéder aux étages d'un grand magasin où un parking est prévu.
On peut évidemment se dire qu'un ascenseur aurait pu faire l'affaire. Mais on peut se dire aussi qu'après avoir conduit madame à l'étage qui l'intéresse, monsieur peut toujours tuer le temps en continuant à tourner en rond, comme dans une vis sans fin. Sur le ring du Palais des Sports, un boxeur noir, un boxeur blanc, un champion du monde, Dave Moore, le boxeur noir, un champion d'Europe qui voudrait bien devenir champion du monde des poids plumes, Gracieux Lamperti, le boxeur blanc. De quoi vous donner du vague à l'art. Mauvais départ pour Gracieux Lamperti qui reste au tapis pour 8 secondes. On ne donne pas très cher de ses chances dans les fauteuils de ring. C'est mal connaître le boxeur français qui va opérer un redressement fort inattendu. Bien sûr, il encaisse encore des coups, mais il martèle lui aussi son adversaire sous tous les angles à la cadence d'une mitrailleuse. Ça doit faire mal tout cela. À preuve, c'est le champion du monde qui perd toute dignité. Qui l'eût cru au début du combat? Un combat qui reprend de plus belle, âpre, rapide, au bout duquel, en fin de compte, tous les spectateurs attendent maintenant le miracle, et pourquoi pas, après tout, au coup de gong final, pas de miracle certes, mais la quasi-certitude que Gracieux Lamperti peut devenir champion du monde. Dave Moore lui-même, qui a gagné de justesse au point, en est persuadé. Fini les tribunes du stade remplacées par la façade austère d'une clinique. Fini les congratulations dans les vestiaires après la victoire. L'horizon de Juste Fontaine, l'avancante de l'équipe de France de football, ce sont désormais les 4 murs blancs de la chambre d'hôpital. Il rejouera au football, mais quand? Dans 8 mois, disent les médecins. En attendant, la jambe gauche qui a déjà marqué tant de buts s'ankylose dans le plâtre. Match de la vérité pour l'équipe de France de rugby, maillot blanc, culotte blanche devant les Écossais. Une vérité qui n'est peut-être pas bonne à dire. Cette offensive de l'équipe de France ne trompe personne. Tout cela est désordonné, mal conçu et pour tout dire inquiétant pour l'avenir. Bien sûr, il y a les coups de pied d'Albaladejo qui font mouche, mais on ne joue pas au rugby qu'avec ses pieds. Les Écossais en font la démonstration. Voici comment on cartonne un adversaire selon les plus pures traditions. Il faut que tout le monde y passe. Trop étriquée cette attaque française, les 3 quarts sont encore les uns sur les autres. C'est presque injuste, il suffit encore d'un simple coup de pied d'Albaladejo pour ajouter 3 points de plus au tableau d'affichage. C'est au moment où personne n'y croit plus que les attaquants français commencent à s'amuser un peu, encore faut-il qu'ils soient aidés par leur 3e ligne. La balle vole de main en main, mais c'est finalement Krost, le 3e ligne L, qui donne l'essai à ses 3 quarts. Avec la transformation d'Albaladejo, les Français gagnent par 11-0. C'est beaucoup trop cher pour les Écossais. La Belgique a vécu sa 4e semaine de grève, marquée comme à Hoboken, près d'Anvers, de défilés et de manifestations contre la loi unique. Adoptée par la Chambre, celle-ci conserve des ennemis déterminés. Parmi eux, les élus socialistes wallons, auteurs de l'adresse au roi, qui met en cause les institutions unitaires de la Belgique. Parmi eux, surtout, André Renard, le leader syndicaliste wallon qui prêche toujours la continuation de la grève. Dans les centres où la troupe a relayé la police pour la protection des usines, un allègement s'est pourtant manifesté. Si les provinces de Liège et du Hainaut demeurent installées dans la grève, les fédérations anversoises et gantoises ont ordonné la reprise du travail. Et à Liège même, pour la première fois depuis 3 semaines, les trams ont recommencé à circuler. À Paris, en présence du général de Gaulle, la place Dauphine a changé de nom. Elle portera désormais celui du maréchal de France, Delattre de Tassigny. Il n'est que juste, dira le président de la République, que Paris grave sur ses murs le nom du maréchal Delattre, c'est-à-dire celui d'un soldat, d'un chef, d'un homme qui fut grand quand c'était difficile. « 700 ans, c'est l'âge aujourd'hui de la cathédrale de Chartres. Qui ne la connaît, en France ou ailleurs? Son histoire, elle se raconte tout au long des enluminures du temps, des gravures des siècles suivants, dans ces tableautins où tout un monde se dévoile, le monde du miracle de Chartres, le monde des 10 000 rassembleurs de la pierre de Dieu, comme les nomma Peggy dont le nom ne se peut plus séparer de Chartres. Car en ce temps-là, pour rebâtir l'église détruite par un incendie, un peuple entier se mit à l'ouvrage.
30 années durant, le ciel de la Beauce put voir monter, assise par assise, les colonnes et les statues qui accompagnent chaque étage. Le plus pauvre apporta sa pierre, et des milliers de tailleurs, de maçons, de charpentiers et d'imagiers dessinèrent sous les ordres d'un architecte audacieux et génial dont le nom est resté inconnu, l'énorme vaisseau qui devait apparaître dans sa blancheur de nouveauté à la fin de l'an 1260. On avait vu les fidèles s'atteler aux chariots. Les riches comme les pauvres servirent de compagnons aux hommes de métier. On avait vu dans cet élan général qui fut peut-être l'un des grands instants nationaux, les flèches monter plus haut que tous les édifices existants pour être ce symbole touchant et insensé de ce que peut faire la foi d'un peuple. Il faut revenir à Peggy. Tour de David, voici votre tour Beauceronne. C'est l'épi le plus dur qui soit jamais monté vers un ciel de clémence et de sérénité. Qu'un chat puisse être le client du Festival mondial des oiseaux, rien à cela que de parfaitement logique. Les chats aiment les oiseaux, et si nous suivons le bœuf, le chat, lui, suit son idée. S'il est sensible au chant des canaris, il préférerait lier amitié avec quelqu'un de plus consistant. Et dans cette exposition, on a mis le poids. Calaos et toucans de toutes sortes. Lévirostres et bucérotidés pour les uns, rhamphastidés, ptéroglosses, olacorynques et sélénidaires pour les autres. C'est simple. Grue couronnée d'Afrique australe, jolie mais farouche. Et tragopan satyre qui, nonobstant un nom à faire peur, tiennent plutôt de la pintade et de la perdrix. Sympathique mais trop vert sans doute. Un tour chez les Flamands. Mais ces messieurs à gros bec habitent vraiment trop haut. On finira chez les perroquets. Mais qu'il est mal commode de s'inviter chez d'aussi fichus caractères. C'est à des occupations, disons, plus élevées, qu'on a convié Hector. Hector est un charmant rat blanc que les spécialistes français destinent au voyage dans l'espace. Mais on n'est pas un rat de l'espace comme ça. Pour l'accomplissement de sa haute mission, Hector a été doté d'une combinaison spéciale qui se fixe par des ressorts à un bâti métallique. Dans cet appareil, Hector s'est vu convié aux délices de l'entraînement spatial et en particulier à ceux de la centrifugeuse pour donner un avant-goût du vol sans pesanteur. Avec Hector, 6 autres rats s'entraînent au centre d'études et de recherche de la médecine astronautique. Et comme lui, ils pourront le jour J avoir l'honneur de prendre place dans l'habitacle de la fusée Véronique et de faire depuis la base d'Amaguir, près de Colombéchard, le bond de 200 km dans l'espace. Aux États-Unis, ce sont des chimpanzés qui se préparent au grand voyage par une visite médicale très serrée, comme on voit. Mais si ceux qui auront l'honneur d'ouvrir à l'homme la voie du cosmos doivent avoir bon pied, bon oeil, on leur demande aussi autre chose que d'être des passagers inertes. Aussi cultive-t-on leur intellect, ou du moins leurs réflexes. Dans leur habitacle, ils devront en effet savoir obtenir eux-mêmes leur nourriture, donc actionner la bonne manette. Et dans un monde sans pesanteur, ils devront savoir aspirer leur boisson favorite. On ne peut tout de même pas espérer que de bons moments dans l'espace. Et les futurs astronautes américains ont dû aussi s'habituer aux terribles accélérations du lancement. À quand le grand départ ? On n'arrête pas le progrès. Et le progrès donne raison aux automobilistes pressés contre la voiture à bras qui se traîne. C'est pourquoi désormais nous ne verrons sans doute plus le petit déménageur, on en voyait encore quelques-uns, transporter ses pénates d'un bout à l'autre de Paris. Le moteur vient de marquer un nouveau point, un décret va étendre à toute la capitale l'interdiction aux voitures à bras de circuler.
On aurait pu évidemment envisager d'autres solutions moins radicales. Rendre obligatoire le port des patins à roulettes, par exemple, ce qui eût permis d'aller plus vite. Ou bien encore obliger les usagers des voitures à bras à munir leurs véhicules d'un quelconque système de démultiplication, tel celui de l'inventeur bien connu, Claude Béconnier, qui eût permis lui aussi d'accélérer le mouvement. Ces solutions, semble-t-il, ont dû être écartées à cause des excès de vitesse dus à de possibles pertes du contrôle. Triste temps, on a choisi l'interdiction. Excellent début des skieurs français dans les grandes compétitions internationales de sport d'hiver. Ce sont les skieuses qui ont ouvert le bal. Thérèse Leduc, grande triomphatrice du slalom spécial de Grindelwald, se classe 4e de la descente. Un peu essoufflée, mais souriante tout de même, Thérèse Leduc. À Wengen, succès beaucoup plus éclatant encore des skieurs français. Charles Boson, sans prendre de risques, dans un style très coulé, termine 3e du slalom du Lauberhorn. C'est pas mal du tout pour un début de saison. Voici Guy Périlla, également dans le slalom. Périlla se contente de glisser en souplesse, ce n'est pas un spécialiste. Ce qu'il préfère par-dessus tout, c'est la vitesse. Pour lui, une seule épreuve importante, la descente. Il se contente d'un beau classement au slalom. Le vainqueur du slalom, c'est l'Autrichien Stiegler, qui s'efforce de marcher sur les traces de Tony Seiler. Il a beaucoup moins d'aisance cependant. La descente du Lauberhorn, c'est le triomphe de Guy Périlla. Lancé comme un bolide sur des rails, Périlla plonge vers l'arrivée. Beaucoup d'audace, de la virtuosité, de l'élégance dans le geste, voilà ce qu'il faut pour gagner une grande épreuve internationale et pour être considéré comme le meilleur skieur de tous les temps. Tony Seiler a trouvé son successeur sans aucun doute. Ce n'est pas le jour J, mais le jour K. K comme Kennedy. Coiffé d'un haut de forme, comme le veut le protocole, John Fitzgerald Kennedy, 35e président des États-Unis, a solennellement pris ses fonctions. Après l'hymne national chanté par Marian Anderson, le plus jeune président que les États-Unis aient jamais élu a prêté le serment traditionnel sur la Bible. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Après avoir reçu les félicitations de son concurrent Nixon et de son prédécesseur le général Eisenhower, le nouvel hôte de la Maison-Blanche a prononcé son premier discours officiel. Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate. Nous ne devons jamais négocier dans la peur, mais nous ne devons jamais avoir peur de négocier. Telle est la première formule du président Kennedy. Formule qui a aujourd'hui dans le monde entier un retentissement que n'ont pas couvert les fanfares et les applaudissements du défilé final. Défilé digne en tout de cette prestigieuse inauguration, c'est le mot qu'on emploie outre-Atlantique, et qui met là, comme il se doit là-bas, les troupes, les drapeaux, les faux indiens, les classiques majorettes et même un bison. Bienvenue à Kennedy. Texas Tower numéro 4 n'existe plus. La tempête l'a englouti avec ses 28 hommes. C'était l'un de ces îlots artificiels, édifiés comme autant d'observatoires avancés de la défense américaine, ces radars pouvant détecter une attaque 1 minute avant ceux du continent, 1 minute qui compte. Le porte-avions Wasp et ses hélicoptères ont patrouillé en vain, les 28 hommes ont péri corps et biens. Avec 1961, l'aviation commerciale est entrée de plein pied, si l'on peut dire, dans l'ère du jet. Les distances se sont abolies, ou presque, puisque New York n'est plus qu'à 8 heures de Paris. Les capitales se sont rapprochées, Paris-Moscou, 4h35. Et le réseau d'Air France, le plus long du monde avec ses 325 000 km, est devenu le plus rapide avec son parc d'avions à réaction, 17 Boeing et 24 Caravelle.
Une flotte puissante basée sur l'unité de moyens. 17 Boeing, c'est une capacité simultanée de 2176 passagers à destination des 4 coins du globe et pour lesquels 900 km se réduisent à 1 heure. « 24 Caravelle, c'est la possibilité de transporter simultanément 1824 passagers sur les moyennes distances. Paris-Rome, 1h15. On peut rêver toutes les villes du monde à portée de la main. Le verglas. C'est en cette saison l'ennemi le plus terrible parce que le plus secret, le plus imprévu, en un mot le plus traître. Bien sûr, les ponts et chaussées ne sont pas désarmés. Chaque soir, les camions emplis de sable et de sel sont prêts à intervenir. Mieux, au long de l'autoroute, on expérimente des appareils détecteurs de verglas qui donnent l'alarme. Allô, ici PC Police, alerte verglas. L'alarme va déclencher 2 opérations. Celle d'abord qui incombe à la police. Les motards vont reconnaître les plaques de verglas en formation et en faire connaître l'importance au service des ponts et chaussées. La plaque de verglas commence après le pont de la bifurcation d'Orly, environ à 50 mètres. Mais les motards vont aussi veiller à la sécurité des automobilistes, en attendant le déroulement de la seconde opération, le sablage de la zone dangereuse par les camions des ponts et chaussées. Sans doute on ne peut songer encore à doter toutes les routes d'un tel dispositif. Alors automobilistes, écoutez les conseils de votre radio de bord. Circulation difficile et même dangereuse sur la nationale 388 aux environs de Saint-Rémy. Un détour peut vous éviter bien des ennuis. Lorsque le temps risque d'être propice au verglas, dites-vous aussi qu'une vitesse réduite peut vous éviter de sérieux déboires. Pensez à être prudent, c'est votre meilleure arme. Et ne pensez pas que cela ne peut pas vous arriver à vous, on en a vu d'autres. Certains esprits inventifs se sont penchés sur ce problème du verglas. Bien entendu, ils n'ont pas tardé à trouver un remède. Le remède, le voici. Une bande de caoutchouc d'un diamètre supérieur à celui du pneu est maintenue relativement large par une armature. La bande de caoutchouc adhère au sol glissant, le pneu roule sur la bande et le tour est joué. Le système de la chenille peut-être. En Belgique, l'invention obéit au souci du moindre effort et le siège se tend de lui-même au conducteur. Plus besoin de s'échiner à manœuvrer, la voiture se sort elle-même du stationnement par translation latérale. Mais ça n'est pas tout. Le coffre dissimule tout un appareillage sans aucun doute électronique. Et voici la voiture qu'on n'a plus besoin de se donner le mal de conduire, pour la raison très simple qu'elle se conduit toute seule. Encore un miracle du radar. L'antenne détecte les obstacles et les freins font le reste. La voiture sans chauffeur. Enfin. Bébé éprouvette, bébé artificiel, on n'en est pas encore tout à fait là, mais le professeur Petrucci et son équipe de Bologne ont peut-être par leurs travaux ouvert la voie en obtenant pendant 29 jours le développement d'un embryon humain en laboratoire. Les biologistes bolognais ont pu enregistrer de bout en bout cette expérience en adaptant à leur microscope un appareil de prise de vue cinématographique. Ils disposent aujourd'hui d'un film pour étudier les phases du processus de la naissance de l'homme et en particulier l'instant de la fécondation. On va voir sur l'écran à gauche l'ovule pénétré par le spermatozoïde. En réussissant à prolonger le développement de l'œuf fécondé pendant 29 jours, le professeur Petrucci a marqué sans aucun doute un jalon important sur le chemin de la connaissance. Deuxième grande épreuve internationale de la saison de ski à Kitzbühel en Autriche avec le Hahnenkamm. Le jeune Autrichien Nenning, avec l'audace de ses 20 ans, se joue de toutes les difficultés du slalom et par la même occasion de ses adversaires puisqu'il remporte l'épreuve devant le Français Guy Périllat. Guy Périllat ne prend pas trop de risques, il sait qu'il est le champion numéro 1. Pour lui, un seul objectif, la première place du combiné pour prouver à tous qu'il est un skieur complet.
Le Français Boson, lui, c'est le styliste. Il se contente d'une démonstration en souplesse qui lui assure cependant la 8e place du slalom. Ce qui aurait quand même pu lui valoir un joli coup de chapeau. Mais la vérité du skieur ne s'exprime que par la vitesse. Dans cette spécialité, Guy Périllat est imbattable. C'est le super champion. Avant l'épreuve, on le sait qu'il va gagner. C'est décourageant pour ses adversaires. Quel style! Tony Seller, l'ancien champion olympique, en est tout rêveur. L'Autrichien Henning a beau forcer tant qu'il le peut, il est bien obligé de s'incliner. Guy Périllat est incontestablement le meilleur skieur de la saison.